Bonjour Anne-Claire, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors, je suis ravie de vous accueillir sur Wellobo. Merci de m'accueillir à Cognac, au sein de la Fondation Martel, où s'ouvre jusqu'à la fin de l'année l'exposition Almanach, regard de designer sur les ressources du territoire des Charentes. Et c'est toi, Anne-Claire, qui a lancé cet élan. Tu es la nouvelle directrice de la Fondation depuis environ 1 an. Et si j'ai eu envie de vous recevoir dans cet épisode, c'est que pour moi, ta vision et ton engagement résonnent beaucoup avec les miens et avec ceux qu'on partage chaque semaine là, depuis quasiment 4 ans sur ce podcast, notamment parce que tu as comme cap un peu de montrer aussi à voir la nouvelle puissance du design face aux challenges environnementaux et sociétaux qui sont les nôtres. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça peut-être juste en introduction de cet épisode, mais pour moi, dans ta posture, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très expérimentale. Tu ouvres un petit peu le bal là, de cette programmation de la Fondation Martel avec une expo qui pose des questions, qui invite à la discussion, mais qui n'est pas donneuse de leçons. En revanche, elle suscite la curiosité, elle suscite aussi notre émerveillement et puis elle apaise. Il y a un truc qui est doux. Et donc, moi, j'ai l'impression que dans ta démarche, tu t'es dit, bon, c'est important pour envisager un peu mieux de la meilleure des façons où est-ce qu'on va aller, de savoir d'où on vient. Et donc, pour remplir cette mission, tu as confié donc, à Olivier Perricot, qui est avec nous, le soin de réaliser comme une cartographie, un peu une enquête sur le design et le territoire que vous occupez ici à Cognac. Donc, c'est celui de la Charente. Donc, toi, Olivier, tu es commissaire d'exposition, tu es designer aussi, tu as été directeur du pôle de recherche et des éditions de la recherche de la Cité du Design à Saint-Étienne, et en 2017 tu étais le directeur scientifique de la 10e Biennale internationale de design, c'est ça? Et la 11e et la 12e, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée à la 10e. Et donc du coup, tu as eu pour mission de lier territoire et design avec cette initiative à caractère, on va le voir là dans le cours de cette conversation, très expérimentale. Est-ce que, Anne-Claire, en 2 mots, tu peux nous dire, pour introduire cette discussion, d'où tu nous parles aujourd'hui en tant que directrice de la Fondation? Tu as eu une vie avant, et puis est-ce que tout ça, ça t'a nourri évidemment? Comment est-ce que tu arrives ici avec ce projet? Oui, alors du coup, moi j'arrive à Cognac il y a 1 an et quelques, dans un territoire que je connaissais absolument pas. Pour la petite histoire, mon grand-père est originaire des Charentes, donc en fait je me sens quand même un peu à la maison ici, mais c'est un territoire que je connaissais pas. Et ce qui m'intéressait dans la fondation ici, c'est que c'est une structure très récente, qui a 5 ans, qui est en train de se construire, et je pense que c'est assez rare d'arriver dans des lieux comme ça qui ont presque tout à écrire, qui sont pas encore très visibles ou très connus, avec des moyens, une vraie liberté, et puis un cadre que je connaissais pas non plus, puisque moi j'ai toujours travaillé dans le public ou parapublic. Et donc là, ce qui m'intéressait en venant ici, c'est comment on travaille différemment finalement sur donc des questions que moi je portais avec moi et qui ont intéressé l'entreprise assez pour vouloir me recruter, à savoir que le lieu dans lequel on se trouve, c'était un ancien lieu de production, et qu'en fait il a été construit comme un outil de production, donc dans cette histoire en fait, et donc désormais un lieu de création ouvert aux artistes et maintenant davantage aux designers, avec des ateliers de production. Ouais, parce que c'est énorme en fait. Tu peux décrire un petit peu là la superficie de ce bâtiment? Donc on est dans un bâtiment post-industriel qui a été construit en 1929, qui est une usine de mise en bouteille. Et l'activité s'étant délocalisée à l'extérieur de Cognac, à 30 km de là, à partir de 2005, en fait, c'est devenu un bâtiment qui était inutilisé, très massif, en centre-ville, qui fait 5000 m², 24 mètres de haut. La fondation en occupe les 2/3 à l'heure actuelle. Et pour donner une petite idée de l'architecture, on a un rez-de-chaussée, 900 m² d'espace d'exposition, très impressionnant, un très grand plateau comme ça. Premier étage où on se trouve 1000 m² d'espace d'atelier, donc les ateliers bois, verre et céramique. On a aussi des métiers à tisser qu'on nous a donnés, et puis aussi des outils de sérigraphie qui seront activés, je l'espère, bientôt. Alors ensuite, on a au 2e étage où se déroule l'exposition actuelle, 700 m² d'espace d'exposition, et qui est un plateau pour lequel on est en train de réfléchir à l'évolution de ce plateau après cette exposition. Au 3e, on a un petit espace de 400 m² qui revient à l'entreprise. Ensuite, on a nos bureaux, et au 5e, le rooftop, qui est super sympa. qui donne un point de vue à 360 degrés sur la ville de Cognac. Ouais. Et toi, comment est-ce que personnellement aussi, aujourd'hui, là, donc quand tu écris ce projet pour la Fondation, c'était quoi, en 2021, 2022? J'ai présenté mon projet en novembre dernier. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, on traverse les crises qu'on traverse aujourd'hui.
qu'est-ce que tu as eu envie de... Parce que la fondation, toi, tu as poussé quand même cette accélération là, vers le régénératif, vers tout ça. Ça vient d'où aussi cet intérêt de ta part? Du coup, en arrivant ici, ma première réflexion, c'était de se dire... Qu'est-ce que ça veut dire d'être une fondation d'entreprise dans un territoire excentré? On est à 3 heures de Paris, on prend un TGV puis après un TER, dans un moment de crise écologique globale. Dans un contexte français, on a énormément de structures privées et publiques qui soutiennent l'art, également l'artisanat, donc qui sont quand même vraiment des endroits vers lesquels se dirige toujours la fondation. Comment nous, on se positionne par rapport à tout ça, donc dans un paysage qui est très riche, et la proposition que donc je porte, c'est de réorienter, de bifurquer un petit peu et de réorienter la fondation vers le design, et je le qualifie, ce design, de régénératif. Qu'est-ce que tu entends par là, toi, du coup? Alors du coup, l'idée avec ce terme, c'est d'embrasser plein de pratiques d'un design qui serait engagé et qui permettent qui sont des outils pour la transition écologique. Ce que je constate, c'est qu'en France, le design est assez peu présent. En fait, on a du retard, je pense, par rapport à d'autres pays. Et il y a des pratiques. Alors, l'image qu'on a du design, en général, c'est des objets, voilà, du mobilier notamment. Sauf que le design, c'est bien plus de pratiques que ça. Et à l'heure actuelle, il y a des pratiques émergentes que je trouve passionnantes, où il me semble qu'il se passe des choses très intéressantes et très utiles, des vrais outils. Donc, par exemple, le biodesign, on parle de design éco-social, etc. Et je pense que c'est des pratiques qui doivent être développées et dont on peut s'emparer. Et donc, ici, à la Fondation, le projet, c'est vraiment de soutenir ces nouvelles pratiques-là et les créateurs qui s'engagent dans cette voie-là, dans l'idée que la création, à cet endroit-là, peut contribuer à la transition. Mais franchement, je peux que féliciter d'avoir identifié un peu ce tour dans la raquette, parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup conscience, mais enfin le grand public peut être éloigné aussi du design, parce que on sait pas trop ce que ça veut dire. Souvent, design, c'est juste le truc un peu de mode, le style design, tu sais, un peu genre industriel. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que c'est un mot c'est très compliqué. Donc du coup, on se dit qu'on parle pas du tout la même langue quand on parle de design. Peut-être que tu veux rajouter un truc, Olivier. Mais... Ouais, c'est un mot qui est polysémique et qui est intéressant d'utiliser dans plusieurs sens. Et le mot design, nous, tel qu'on l'utilise ici, et je pense que c'est tel que Anne-Claire l'a perçu, c'est sous l'angle du projet. C'est-à-dire de la projection même. C'est-à-dire on va s'intéresser à ce moment de projection qui est un moment qui n'est pas le point d'impact, c'est-à-dire le produit, mais qui est tout le processus qui nous mène vers quelque chose. Et on ne sait pas ce que c'est. Si c'est un produit, si c'est autre chose. Et de plus en plus, les designers ouvrent cette possibilité-là et ils aiment travailler ce temps de la projection. Et c'est à ça qu'on essaie de faire adhérer le public pour leur dire, mais attendez, c'est une méthodologie qui est extrêmement riche en termes de capacité, elle est très représentative des façons de fonctionner de la société aussi. Et donc, on va mettre à nu ce temps-là. Et je pense que l'expo, c'est un morceau de cette méthodologie qui passe à travers cette expo. Oui, parce qu'en fait, c'est se dire que l'important, c'est pas tant la destination, c'est le voyage. Et que dans ce voyage aussi, les designers ont tellement une formation qui est ouverte aussi. Et c'est rare d'apprendre en tant qu'étudiant des choses ouvertes et infinies. Parce que souvent, en fait, on apprend des trucs finis. Et là, du coup, cette pensée en système, elle est plus que jamais aujourd'hui, j'ai l'impression, nécessaire à plein d'autres parties prenantes qui l'ignorent peut-être d'ailleurs, qu'ils ont besoin de ça. C'est ça qui est un peu compliqué. Oui, parce qu'en fait, les institutions se sont désengagées un peu de certaines questions du design. Donc, elles se sont intéressées, par exemple, aux nouvelles technologies, mais ont lâché tout à fait d'autres pans du design. Entre autres, ces questions autour de l'environnement, autour de l'écologie, etc. Et aujourd'hui, on a peu de lieux qui peuvent s'emparer de cette question-là ou qui ont envie de s'emparer de cette question-là. Et donc là, c'est un peu une chance, puis une intuition, moi, je trouve, qui est remarquable. Donc il faut encourager. Mais ça, je trouve que c'est presque réconfortant aussi de se dire qu'on vit un moment quand même assez incroyable, parce qu'il y a comme une nouvelle... il y a plein de choses qu'on pensait vraies qui ne sont plus... tout est un peu... Les cartes se rebattent vraiment fort. Et en même temps, on est tous en train d'apprendre, parce que c'est à la fois ceux qui créent, mais aussi ceux qui vont consommer, ceux qui vont... Les usagers, tout le monde est en train de changer, parce qu'on est tous chamboulés par ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas qu'un pan figé, et puis ça change que d'un côté, mais c'est tout qui change. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et donc, c'est aussi ça, quand tu penses à cette première exposition, tu te dis,
tu veux pas que ce soit hors sol, et donc la Charente, c'est le lieu d'implantation. Et qu'est-ce que du coup tu dis à Olivier quand tu vas le chercher? C'était quoi ton message? Donc en fait, ce projet, c'était la volonté de s'ancrer dans le territoire, notamment parce que ici, comme on a des ateliers, ils sont ouverts à nos résidents qui viennent de France et d'ailleurs, et qui ne connaissent pas donc a priori le territoire. Et donc c'était se dire, on n'a justement pas envie d'être dans une bulle, et comment on fait en sorte que les créateurs qui viennent nous voir puissent travailler avec le territoire. Et donc première chose, c'était la nécessité d'avoir un outil de compréhension de notre territoire. Déjà, quel est notre territoire? C'est ça la première question. Et ensuite, la commande donc passée à Olivier, quelles sont les ressources qui nous entourent, sachant que le terme de ressources lui-même est problématique parce qu'il y a tout de suite, on pense à une fonction utilitaire. Mais voilà. Donc en tout cas, ressources naturelles, industrielles et humaines, artisanales, dans l'objectif d'avoir un outil de travail. Et donc là, on arrive sur une exposition, et donc on est très heureux de partager le résultat de l'investigation avec toutes les personnes qui viendront nous visiter. Mais l'objectif, c'est vraiment à terme de conserver aussi quelque chose de cette exposition, une archive vivante dont on parlera sans doute, probablement peut-être un outil numérique, probablement une publication, mais voilà. Donc ce qu'on présente, c'est le résultat d'une recherche en fait, et donc c'est complètement expérimental parce que moi-même la forme à laquelle on est parvenu, je l'imaginais pas telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était une forme de prise de risque, et en même temps, moi la question que je me pose dans tous les projets qu'on mène, comme on ne peut plus tout avoir et que mes moyens sont limités, c'est qu'est-ce qui est nécessaire. Et la première chose qui a surgi, c'était ça. Et alors je précise quand même que du coup c'est une exposition qui est gratuite et qui est ouverte à tout le monde. Donc ça, oui. c'est voilà. Donc la fondation est gratuite, tous ces programmes sont gratuits. Ouais. Olivier, peut-être tu peux nous raconter comment est-ce que tu reçois cette demande, et quelle est la direction que tu as empruntée pour cette exposition-là? Quand j'ai rencontré Anne-Claire, tout de suite, on s'est bien entendu. Déjà, ça, c'était le premier point de départ. Et puis, des envies de parler du design d'une autre manière. Et on a, tout de suite, on a constitué une équipe. Hein. C'est ça qui était important. Parce que la mission semblait complètement folle au départ. Dire, on va parler des ressources d'un territoire qui est quand même très grand. Donc, une équipe, ça a été essentiel. Et on a vraiment, je pense qu'on a composé une équipe très efficace, et un dosage à la fois de savoir-faire, une historienne, un jeune designer, une designer chercheuse, des graphistes, et puis moi qui avais mon expérience plus âgée de recherche et de pilotage de projet. Et on a donc tout de suite mis en place une méthode de travail assez intuitive au départ, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le territoire, on n'est pas du tout de la région. Là, aucun de vous, 4, vous étiez 5, 6 on était 5, on n'avait pas mis les pieds dans cette région, donc l'équipe est arrivée, on a mis en place une méthode d'exploration. Au départ, on a dit, très pragmatique, on va faire des cercles concentriques par rapport à Cognac, et puis on va aller chercher les ressources dans ces différents cercles, et en graduant le type de ressources, en allant des ressources les ressources multiples à proximité, puis plus on s'éloigne, plus on va vers de la ressource exceptionnelle. Et on allait comme ça jusqu'à Limoges, ou à Bordeaux dans un autre axe, ou à La Rochelle sur un autre axe encore. Et puis ensuite, moi je voulais apporter quelque chose de plus sensible à cette question de la ressource, et donc j'ai proposé qu'on travaille à partir d'une écologie qui est celle du fleuve de la Charente, et qu'on se laisse guider par c'est un fil conducteur, c'est un fil de vie, un fil de conducteur à la fois, et ça nous a entraînés en fait dans une toute autre relation à ce que conceptuellement on appelle une ressource. Et quand on a fait les prémices de ce travail-là, c'est-à-dire au bout d'un mois, on s'est dit ok, mais c'est la définition de la ressource, la nôtre n'est pas plus valable que celle de quelqu'un d'autre, donc on va les mettre en débat. Et on a cherché justement à constituer une sorte d'assemblée avec la question de la ressource au centre et de la valeur de la ressource. Qu'est-ce qu'on identifie comme ressource, nous, en tant que designer, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que documentariste, en tant que simple visiteur, etc. Donc on a tous ces jeux d'acteurs qui viennent converser autour de cette question de la ressource. Et le but, c'est que l'exposition devienne un lieu de réflexion, de débat, d'activation, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première partie de l'expo. C'est une approche sensible de la ressource, subjective,
et on se met autour en grand cercle avec des petits sièges, des tabourets de pêcheurs, des sièges de voiture et des sièges de tracteurs, et on vient parler de ce qu'est pour nous une ressource. Et on a un peu la tendance à esthétiser le monde quand on est dans le monde du design, c'est-à-dire à enlever ce qui est pas beau dans la photo, etc. Bon, là, on a évidemment c'est scénographié, mais dans cette scénographie, on embarque en fait volontairement. Les sièges de voiture, par exemple, c'est loin d'être un objet magnifique. C'est des sièges qui viennent de casse, qui sont des objets, on va dire, pratiquement impurs par rapport au reste des dispositifs, où on a des matières plutôt naturelles. Mais c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est une ressource énorme qui est là et dont on ne peut pas faire l'abstraction. Même si les sièges de voiture, eux, ils partent en Afrique, on sait qu'ils vont être à d'autres endroits, ils vont finir leur vie à d'autres endroits. Et comment on les réintègre ici dans nos propres environnements et qu'on arrête de vouloir une belle image et en dégageant tout ce qu'on veut pas voir. De même, on a fait un petit endroit où on a ramassé du sable de plage et des éléments du littoral, et on a laissé les bouts de plastique qu'on a trouvés qui sont apparents. C'est la réalité. On ne les enlève pas, et évidemment qu'on va pas faire de fiction. Donc je crois que le design, c'est l'inverse de la pub. C'est typique maintenant, quoi. Et aussi, pour compléter, ce qui m'intéresse dans cette première partie-là, c'est montrer comment un territoire qui, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, est juste assimilé au produit cognac, produit éponyme, comment un territoire est évidemment bien plus qu'un produit, ça on s'en doutait. Donc, quelles sont ces autres qualités, ces autres problématiques? Et moi, ce qui m'intéresse, et aussi sans doute parce que j'ai fait des études d'histoire, c'est montrer qu'un territoire, il se construit dans le temps. Cette activité-là n'a pas été là de toute éternité, qu'il y a des déplacements d'activité. Et donc, en fait, dans l'exposition, on a aussi un os de dinosaure, parce qu'il y a un énorme gisement de dinosaures à 15 km d'ici. C'est hallucinant, c'est plusieurs millions d'années. 134 millions d'années. Et je trouve que cet os-là, que le musée d'Angoulême nous prête très gentiment, et ils en étaient ravis, justement, qu'il soit dans un autre contexte que son contexte habituel, archéologique. Je trouve que ça nous permet, en fait, de réfléchir à plein de sujets hyper contemporains. Enfin, la sédimentation, comment les sols se construisent, le passage du temps, l'extinction des espèces, et ça nous permet de parler d'énormément de choses. Mais voilà, c'était montrer comment ce territoire il est construit, il évolue dans le temps. On est là à un moment présent. Et l'expo, ensuite, elle déploie où on est, qu'est-ce qui nous entoure pour imaginer le futur, et après, je pense qu'on en reparlera. Mais donc c'est voir ce qui nous précède, pas du tout être dans une fascination pour quelque chose qui nous précéderait. Oui, ou un peu de passéiste, hein, pas mais du tout, voilà, c'est plutôt considérer ce qui nous précède, là où on se trouve maintenant, donc notamment tous ces matériaux et ces gisements industriels, parce qu'on est dans une ruralité très industrialisée, on n'est pas sur le plateau de Mille Vaches, c'est différent. Donc l'exposition, je pense, donne vraiment bien ça à voir aussi, et donc la richesse quelque part de tous ces gisements dont il faudrait bien savoir que faire, et puis pour considérer ensuite comment on avance à partir de là où on se trouve. Oui, c'est une campagne urbanisée, on peut dire, qui est quand même sous influence urbaine. Ah, c'est pas du tout gênant. Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre environnement. C'est pas du tout un discours critique là-dessus. C'est vraiment comment on le prend. C'est des endroits où on vit, et ces endroits-là, on les cache pas. On essaie de les comprendre. Parce qu'en fait, on a quand même des manques de compréhension du monde dans lequel on vit, qui est quand même. C'est de là que vient un peu notre crise. C'est qu'on comprend pas bien là où on vit. Parce que ça s'est accéléré, ça a été trop vite. Et aussi les liens d'interconnexion. Et en fait, c'est là où tout va se jouer pour nous tous. Et donc là, ce qui était hyper intéressant aussi en suivant votre recherche, et notamment le long du cours de la Charente, c'est à quel point un territoire ou un point en influence un autre. Et peut-être que l'aval en a plus conscience que l'amont, par exemple. Et ça, vous l'avez... Est-ce que là, tu peux nous donner un peu des exemples de gisements, soit négligés, mais intéressants, soit justement certains qui ont plus conscience que d'autres? À quel niveau ça s'est situé dans votre recherche et enquête? Il y a des endroits où la crise écologique est très forte, par exemple dans le domaine de l'huître.
D'accord. Donc là, on est à l'embouchure de la Charente, on est côté île d'Oléron. Donc là où les huîtres sont en souffrance, mais c'est pour plein de raisons. Donc très difficile d'en faire un diagnostic assez précis, mais on sait que on écoute la parole des ostréiculteurs qui disent ça. Et eux, c'est une ressource, évidemment. Comment ça va évoluer dans le temps, l'eau se réchauffe globalement, donc les huîtres vivent dans une certaine température d'eau, il y a moins d'eau potable, donc elles ont besoin d'eau potable pour ça forme la nourriture des huîtres, etc. Donc il y a plein de tensions à l'œuvre, et on voit que les fragilités des écosystèmes qui pouvaient encaisser par exemple un certain niveau de pollution à un moment donné ne peuvent plus porter ni la pollution, ni les réchauffements climatiques, ni etc. C'est trop. Et donc, on a des effondrements comme ça à certains endroits qui sont en train de se produire. Et ça, par exemple, avant qu'on arrive à l'expliquer, il faut que ça aille dans les laboratoires, il y a tout un tas d'analyses, etc. Mais c'est des indices comme ça de dérèglement très progressifs, un peu à droite, à gauche. Ça, nous, quand on entend ça, quand on enquête, parce qu'on pose des questions assez simples aux gens, puis assez vite, ils arrivent sur ces crises-là, quoi. Ouais. Et on essaie de le retraduire, c'est-à-dire que qu'est-ce que peut un designer par rapport à ça? Pas grand-chose, clairement, mais on le retraduit dans des éléments du débat en disant, ça, faut le mettre sur la table quand même. Ouais. On va le mettre sur la table. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire. On va prendre l'aide, par exemple, d'un documentariste qui est aussi dans ces questionnements-là, qui est Dominique Marché, qui suit un fleuve et qui rencontre un peu toutes ces questions-là vis-à-vis des gens qui habitent à proximité du fleuve et qui sont tous bouleversés par ce qui est en train de se changer. Donc là, on a besoin d'autres. On a besoin aussi d'artistes qui vont travailler sur certaines questions comme Suzanne Husky, etc. Donc vraiment, c'est aussi convoquer des acteurs qui peuvent discuter de ça, nous apporter des connaissances, rendre visible, reposer les enjeux aussi. Nous, ce qu'on sait faire, c'est déconstruire les objets et les systèmes. Ça, c'est ce que sait faire un designer, parce qu'il a appris à construire, il sait déconstruire. Voilà. Ouais. Donc, c'est à peu près le seul truc qu'on sait faire. Après, donc on repose tout sur la table. Et qu'est-ce qu'on rebâtit avec ça? Est-ce qu'on a envie de rebâtir quelque chose similaire, etc. Donc là, pour le coup, c'est la nouvelle page. C'est la nouvelle génération de designers qui clairement va être confrontée à cette question-là, quoi. Ouais. Et là, du coup, dans cette mise à plat, parce que combien de matériaux en tout à peu près? C'est quasiment 40, je crois. Une quarantaine de matériaux, des savoir-faire, il y en a au moins une quinzaine, voilà. Et puis il y a tout ce qu'on n'a pas montré qui est en archive. C'est-à-dire que l'archive est assez dense. Je pense qu'on a à peu près une centaine de références dans l'archive. Et là, parmi justement, parce que les savoir-faire, c'est aussi parce que les matériaux restent parfois, mais c'est les savoir-faire qui disparaissent. Mais parfois, c'est aussi l'inverse. Enfin, comment est-ce que du coup, le lien entre la ressource et ceux qui la mettent en œuvre, et puis le temps long, et puis du coup, peut-être les crises d'évocation. Enfin, je pense que la laine, elle cristallise ça assez bien, je pense. Hein. On a donc de la laine en exposition. Donc auparavant, ici en Charente, c'est là où donc traditionnellement on faisait les charentaises. Et ce que votre travail a permis de découvrir, c'est que ça se fait plus ici, puisqu'on n'a plus de moutons sur ce territoire donné. Ça se fait dans le Périgord, si je dis pas de bêtises. Oui, la laine vient du Périgord. La laine vient du Périgord. Et toute la question aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de filière laine, en fait. Donc bientôt, d'ailleurs, on va inviter une designer qui s'appelle Florence Juillet, qui travaille complètement là-dessus, sur ses savoir-faire, capable d'expliquer aussi les différentes qualités de laine. Mais ça pose des questions de filière entière, en effet, puisque on n'a plus les savoir-faire, plus les infrastructures pour. Et donc, on est démunis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la laine est considérée comme un rebut coûteux pour les éleveurs, et donc un vrai problème, alors que c'est une matière noble et qui nous tient, et puis anti-feu. Enfin, elle a plein en plus naturellement de propriétés géniales. Et peut-être sur les charentaises, là, à l'inverse, le savoir-faire reste. Oui. Et donc la laine, elle a disparu du local.
mais elle n'est pas très loin, elle est dans le Périgord, ils arrivent à s'approvisionner là-bas. Et dans le Périgord, il y a une stratégie de reconstituer une filière laine. Donc il y a des espoirs, quoi. Il y a des choses qui se réorganisent, mais on revient de loin. C'est-à-dire vraiment la productivité à inciter les éleveurs à ne se focaliser que sur la viande et pas sur les autres produits dérivés de l'animal, comme le cuir ou la laine. Donc tout ça, c'est des équilibres, parce que déjà, il faut consommer moins de viande en plus, mais va bien falloir aussi éviter d'avoir autant de déchets qui ne servent strictement à rien, et réimplanter ces filières, c'est quelque chose de colossal, parce qu'on a détruit toute une organisation sociale et économique, avec des savoir-faire qui sont vraiment partis avec la génération de nos grands-parents. Et ça, d'autres structures, le mobilier national, je sais que c'est un vrai sujet pour eux, ils y travaillent également. Donc nous, ici, on n'est vraiment pas là pour donner de leçons, hein. C'est vraiment mettre à plat. Et je trouve que c'est important, et ce que ça révèle, votre enquête, c'est ça, c'est aussi, on pourrait faire autrement, et aujourd'hui, soit parce qu'on n'y a pas pensé, soit parce que c'est pas valorisé, soit parce que voilà. Et là, l'invitation que vous proposez, c'est aussi juste de pas se dire qu'on va réinventer, solutionner, avoir une recette magique, mais juste s'atteler à ce truc-là en disant on va tester quelque chose. On sait maintenant que c'est là, c'est sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on est conscient de ça? Et peut-être que là, la créativité, les élans vont se remettre à l'œuvre. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Moi, ce que j'espère avec l'exposition, c'est qu'on change de regard en fait sur du déchet. On parle de gisement maintenant. Donc on les regarde autrement. Déjà, la scénographie permet de les considérer d'une autre manière. Enfin, ils deviennent presque beaux finalement, ces tas. Donc voilà, on a tout ça en fait à disposition qu'on a généré parce que la manière dont on vivait faisait qu'on n'avait pas à se préoccuper du surplus et du rebut. Mais maintenant, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on crée avec? C'est vraiment ça la question. Et c'est ça qu'on souhaite encourager, quoi. Et puis on a mélangé du rebut, du déchet, mais aussi de l'objet fini, qui fait partie des savoir-faire et des patrimoines qu'il peut y avoir ici à travailler avec également. Enfin voilà. Donc on se ferme pas de possibilités, et on sait qu'il y a des efforts de transformation. On voit les efforts un peu plus dans la grande industrie, parce qu'il y a des injonctions réglementaires. Donc ils sont obligés de faire du recyclage de leur propre matière, de réutiliser leurs déchets pour chauffer leurs bâtiments, etc., etc. Donc il y a énormément d'incitation, il y a beaucoup de créativité, il y a des gens qui inventent au sein même de leur entreprise, qui attendent pas du tout d'avoir les règles européennes, qui le font directement. On l'a vu là par exemple avec des gens dans le domaine de la tonnellerie ici, qui utilisent leur rebut pour à la fois chauffer, mais pour faire marcher leurs étuves, etc., etc. Enfin, c'est vraiment assez sophistiqué, ça demande des objets industriels très complexes, mais voilà, ils s'y collent. Et ça, pour nous, à chaque fois, c'est l'émerveillement, ça. On est assez subjugué quand on voit ça. Donc, il y a vraiment de l'espoir un peu de partout, des intérêts multiples, et on va essayer de créer des liens avec ces gens-là. Et aussi, on parle beaucoup d'entreprise, et moi c'est ce qui m'intéressait en arrivant ici dans une fondation d'entreprise, c'était se dire à cet endroit précis, qu'est-ce que l'on peut faire et enclencher de différents qui serait utile, puisque c'est un organisme à vocation philanthropique, mais avec un lien privilégié à l'entreprise. Et moi, ma réflexion, c'est de me dire, mais je pense que ça va m'ouvrir des portes en centre d'art, des portes qui ne s'ouvraient pas ou vers lesquelles j'aurais pas forcément pu me tourner. Et ce qui me semble, c'est que c'est fondamental de soutenir l'expérimentation, la recherche, dans tous les domaines qu'on vient d'évoquer, mais à un moment c'est aussi passer à l'échelle, parce que un créateur tout seul qui imagine quelque chose de super, c'est une première chose, mais ensuite c'est transformer aussi les systèmes de production. Et je pense que tout l'enjeu ensuite, c'est d'arriver à faire signal de ce que peut le design, parce que là en plus on parle de l'aval finalement, de tous les gisements qui restent, mais il y a un moment donné où ce qui serait bien, ça serait d'arriver à dès l'amont, dès la conception, et donc au sein des industries notamment, que des designers puissent être associés pour réfléchir au mieux à la manière dont on produit les choses. Pour moi, c'est ça l'immense enjeu qui me dépasse, mais qui je pense est un enjeu pour nous tous. Et après, préciser aussi que toute l'action que là on mène au sein de la fondation d'entreprise Martel, c'est grâce à la marque Martel,
donc marque de cognac, du groupe Pernod Ricard, qui est engagé depuis 2019 dans la transformation de ses pratiques, notamment à l'endroit de la viticulture, et qui met en place énormément d'initiatives comme la vitiforesterie, la distillation bas carbone, énormément d'initiatives RSE qui sont vraiment au cœur de la nouvelle feuille de route en fait de la marque. Et donc nous, on nous fait confiance pour avancer dans la même dynamique à l'endroit de la création et de l'innovation. Donc on est une sorte de petit laboratoire aussi. Ouais, mais ce qui est vachement bien, c'est que tu as aussi beaucoup de liberté, parce que tu me disais tout à l'heure que les ateliers aussi, tu avais un peu envie de les repenser, de les faire évoluer, etc. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut susciter beaucoup d'intérêt aussi de la part de la marque et des résidents qui vont venir voir la nouvelle manière dont aujourd'hui, je sais pas moi, un atelier de céramique, comment un atelier de verre aujourd'hui avec tout ce que ça consomme. Enfin, tu vois, c'est toutes des questions que tu te poses aujourd'hui. Alors, il n'y a pas la réponse magique qui va arriver en 30 secondes, mais je trouve que c'est bien de ne pas se mettre la tête sous le sable en disant oui, bon, non. Voilà. C'est vrai que concernant les ateliers, l'exposition, elle va aussi nous permettre de réfléchir à l'évolution de nos ateliers, parce qu'aujourd'hui, on a des techniques très traditionnelles, en fait. Et je pense qu'un jeune designer ou un designer a besoin d'accéder à d'autres outils aussi, peut-être traiter les questions de notre temps avec les outils de notre temps. Donc, sans penser ou croire que la technologie va nous sauver, je pense qu'il y a des outils plus précis aussi qui pourraient être utiles. Donc, l'objectif, et c'est aussi grâce à la marque, c'est de pouvoir investir dans les années qui viennent pour compléter. Alors nous, on nous a déjà donné des outils de sérigraphie qu'il faut qu'on active. On nous a donné des métiers à tisser, pareil. Mais à terme, c'est une réflexion pour voir si est-ce qu'un atelier métal serait pas utile, est-ce que quelques imprimantes 3D seraient pas utiles. Donc en effet, on est dans cette démarche-là de grandir. Et finalement, l'exposition, c'est aussi un préalable à ça, puisque les matériaux qu'on a sourcés, peut-être qu'il va falloir qu'on se dise que c'est plutôt telle ou telle machine qu'on devrait acquérir compte tenu de ce qu'on a trouvé localement. Voilà, mais ça reste un chantier. C'est ça qui est génial. Et je pense que Anne-Claire, elle répond bien à la question qui est en général utilisée un peu en préambule des programmes de recherche en design, où on a cette phrase de Cédric Price qui dit la réponse est la technique, mais quelle est la question ? Et la proposition de faire cette exposition, c'est vraiment poser la question et construire la question, bien la formuler. Et c'est vraiment une démarche de recherche pour le coup. Et alors du coup, c'est aussi l'importance de la troisième partie de l'exposition arrive aussi à ce point-là. Peut-être que, je sais pas... tu veux... Alors la troisième partie, finalement, on a cette très grande simèse qui rappelle d'ailleurs des granges locales avec des voliges, où on expose les instruments de la recherche finalement qui ont été utilisés par l'équipe des designers. Donc par exemple le canoë, Mathilde Pelé, elle a passé beaucoup de temps sur la rivière à considérer le fleuve en circulant, en le pratiquant. Donc les outils de l'exploration, et puis deux autres choses. Donc l'outil que j'évoquais et qui était vraiment le prérequis, qui est une sorte d'archive vivante, donc dans lequel de ces tas qu'on a constitués, on archive, et notamment avec l'aide de Lola Carrel, tous ces éléments, qui seront donc accessibles à tous les résidents qui viendront, idéalement aussi au grand public qui serait curieux. Et moi, ce que j'espère, c'est que cette exposition, elle s'est construite dans la collaboration avec plus de 65 partenaires en fait sur le territoire. Et que ce que j'espère, c'est aussi qu'on va avoir des remontées. C'est-à-dire que ça soit participatif et que peut-être un jour un industriel viendra nous voir en nous disant j'ai un gros tas de cela, est-ce que vous pouvez m'aider à repenser comment je travaille tout ça. Donc ça, c'est une chose, c'est ce qu'on va conserver in fine d'une exposition qui est temporaire. Et puis c'est un espace de travail, la troisième partie, avec des tables en fait très simples sur lesquelles on présente quelques projets, et puis surtout sur lesquels vont s'installer, venir travailler des résidents, des designers, alors avec Ernesto Rosa à compter du mois de juillet, et puis beaucoup à l'automne, qui vont venir s'emparer des matériaux et nous montrer différentes pratiques et approches de ce design. Donc par exemple, là pour commencer, on a en présentation le travail de Lucilvio qui travaille la géoverrerie, donc qui récupère des déchets notamment sur les plages et plutôt des déchets organiques. Et donc en fait le verre qu'elle produit
prend la couleur du territoire sur lequel d'où il émerge. Et là, on est très heureux parce qu'elle présente un peu en exclusivité le verre qu'elle a réalisé à partir de déchets de l'activité du cognac et donc de raisin. Donc le verre charentais a une caractéristique qui est assez noire en fait. Et c'est la première fois qu'elle monte cette expérimentation-là. Ouais. On a aussi Lucille Viau, pardon, je te coupe, mais juste pour indiquer aux auditeurs que s'ils veulent en savoir plus sur Lucille, on a fait un épisode avec elle. Je sais plus quel est le numéro, mais je le remettrai dans les notes de cet épisode-là. Voilà. Et puis on a aussi des jeunes designers slovènes qui sont une démarche très expérimentale, qui travaillent sur la question